Merci évidemment pour cette invitation, et c'est toute la revue et tout le comité de rédaction de la revue qui se joint à moi. Un peu comme mes prédécesseurs, je vais essayer de montrer que certains choix éditoriaux sont aussi révélateurs de problèmes qui sont parfois méthodologiques ou épistémologiques. Et je vais essayer voilà, d'écrire à peu près ce que seraient les principes idéaux de tracé. Ça sera plutôt une description propitiatoire, parce qu'effectivement ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Mais l'idée était que, effectivement, avec tracé, de faire pas du pluri mais de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire voilà, défendre, effectivement, promouvoir une approche interdisciplinaire sur un thème, un numéro égale un thème. Avec des appels à contribution qui sont, de l'aveu de certains auteurs, parfois un peu castrateurs, mais bon, ça c'est un des gros défauts de tracé. Le refus, en tout cas, préside très clairement à notre revue, de ne pas faire simplement des numéros qui sont des lieux de cohabitation des disciplines, mais d'essayer autant que possible, en fait, d'accroître la lisibilité des sciences humaines, de chaque science humaine pour les autres, de rendre, oui, effectivement, une discipline plus lisible pour sa voisine ou pour encore d'autres qui sont un peu plus loin. Et donc l'idée, c'était effectivement, dans le fonctionnement de la revue, c'était de construire un comité de lecture où chaque article proposé est relu par un membre du comité de rédaction, par un spécialiste de la question, et par un non-spécialiste, pour voir s'il y comprend quelque chose. Et c'était une façon, en fait, d'inviter les auteurs potentiels, c'est toujours d'ailleurs une façon d'inviter les auteurs potentiels à sortir de leurs idiomes disciplinaires, ou, voilà, des styles ou des tics de langage disciplinaire, voilà, pour inciter de manière assez interventionniste à la collaboration, à la traduction entre disciplines, et la question s'est déjà posée parmi mes prédécesseurs. Or, justement, en la matière, entre littérature et histoire, justement, Tracé n'est peut-être pas la revue la plus exemplaire, parce qu'on n'est pas forcément la revue la plus accueillante en termes d'études littéraires, même si moi-même je suis littéraire. Donc je vais essayer de donner des raisons de pourquoi il ne fallait pas nous inviter. Mais si, en fait, voilà, c'est plutôt même un crève-cœur, mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, à la faveur des quelques numéros que nous avons faits, le dialogue entre littérature et histoire est un dialogue qui est plus difficile à instaurer que celui entre socio et histoire, ou entre socio et philo. Enfin, voilà. Bon, donc je vais éviter de dramatiser des blocages, des résistances, ou de renforcer les caricatures disciplinaires. Mais très clairement, le dialogue est difficile parce qu'il y a cette vieille opposition, voilà, en gros, entre le document et le monument, entre les analyses internalistes et les analyses externalistes. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais clairement, il y a une ignorance parfois regrettable de la littérature par la discipline historique, parce que la littérature serait une source biaisée, etc., et que ce serait une sorte de mauvais élève dans la hiérarchie des sources. Voilà, ça, c'est une vision un peu caricaturale. Et puis, une deuxième chose, c'est que les littéraires sont peut-être aussi méfiants vis-à-vis des historiens, parce qu'ils auraient une tendance à un positivisme desséchant, etc., etc. Il ne faut pas minimiser le fait que les départements de lettres modernes se sont sans doute construits dans les années 50 contre un certain positivisme, sur la base du contre Sainte-Beuve, et c'est Dominique Minguenot qui montre ça bien, hein, donc ce partage assez radical entre la conversation ordinaire et le discours littéraire. À mon avis, c'est quelque chose qui se rejoue souvent. Du coup, on est vraiment au cœur de cette exception littéraire. Est-ce que la littérature fait exception ? Est-ce que l'objet littéraire est un objet qui tend à se soustraire au tissu social, dont il émane, comme on l'a dit, mais qu'il contribue aussi à transformer ? On a un vrai problème ici, c'est que effectivement l'objet littéraire a, sinon ceci d'exceptionnel, du moins de spécifique, qu'il se prête à la fois un jugement descriptif et un jugement normatif, bon, et un jugement de goût, quoi. Bon. Donc, évidemment, partant de ces quelques blocages, voilà un peu, je vais exposer en fait de manière absolument non prescriptive et plutôt suggestive
les pistes en fait qui aiguillent un peu le comité de rédaction. Quand il s'agit d'évoquer des textes littéraires ou des textes historiens sur la littérature. La première chose, je crois, c'est vraiment à laquelle on croit, en tout cas, même si c'est pas une revue dogmatique, mais bon, un peu quand même, c'est que la littérature est une pratique, une expérience, une expérimentation, qu'elle est inscrite dans des relations serrées avec les autres activités humaines. Et voilà, on souscrit absolument pas aux approches ségrégationnistes, discontinuistes entre justement le langage ordinaire et le langage littéraire. Ça veut dire renoncer au statut d'exception, mais pas renoncer à la spécificité de la littérature. Simplement, j'ai recité Rancière, d'autres l'ont fait avant moi, mais je crois qu'il est bon de revenir à contredire vraiment l'idéologie de l'autonomie de l'art, comme l'a fait Rancière dans Rester ici, en remettant Mallarmé aux Folies Bergères. Et de mettre aussi l'auteur un peu en minorité, de l'inscrire dans des réseaux, comme beaucoup d'historiens, par exemple, de la Renaissance l'ont fait avec l'artiste de cour. Enfin là, pour le coup, Étienne, je crois, pourrait vraiment en parler. Bon, donc voilà, cette continuité entre les langages ordinaires et littéraires, elle nous semble importante parce que la littérature permet aussi de cristalliser des problèmes publics. De fournir des ressources figuratives à des sociétés qui sont en crise de représentation. Et ça me semble absolument essentiel. Dina Ribard et Judith Loncan ont fait un beau numéro, ont fait des très belles productions sur le sujet. Du coup, une conséquence de tout ça, c'est que justement, on pourrait essayer, c'est un espoir, peut-être un vœu pieux, mais de sortir en fait d'un paradigme de l'interprétation. Peut-être qu'un texte, bon, ça se commente, mais ça fait plus que ça s'expérimente. Et c'est comme ça qu'il fait histoire. Alors que faisons-nous vraiment en fait de la littérature? Et de ce point de vue-là, les pistes récentes d'Yves Citon sur l'actualisation sont vraiment stimulantes. Je crois que si on veut réinjecter un peu la littérature dans la réalité sociale, alors qu'elle s'y soustrait, pour la reséculariser, il faut peut-être attendre qu'elle soit non plus interprétée dans un rapport herméneutique frontale, dans un jugement de goût, mais qu'elle soit véritablement expérimentée. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une toile de fond, on va dire théorique, au sein de Tracé, qui est le pragmatisme philosophique, et qui nous invite justement à nous détourner un peu des causes, des catégories, pour aller voir les faits, les conséquences et les pratiques. Bon. Si on reprend une citation de James, vraiment la littérature comme qui tirerait sa vérité ou sa valeur dans la mesure où elle permet d'entrer dans des relations satisfaisantes avec d'autres parties de notre expérience. C'est là qu'elle peut être justement heuristique, elle peut produire des savoirs. Et puis, une troisième piste qui nous semble importante et qui s'est cristallisée dans le dernier numéro notamment de Diaspora, c'est que la littérature, c'est qu'on peut peut-être repenser la question de la représentation littéraire et de la recouvrir par celle de l'action, vraiment. C'est-à-dire, la littérature est une contribution à la représentation, je dirais, politique, de vie, mineure, minorée, infâme, et que à ce titre-là, la littérature est une arme, un baume, un pansement face à la vulnérabilité des existences. Du coup, repenser aussi cette littérature comme pratique, c'est la penser comme un jeu de langage parmi d'autres, inscrit par capillarité parmi d'autres, et adossé à ces formes de vie. À ce titre-là, peut-être on pourrait essayer d'imaginer qu'un littéraire ne commente plus, mais décrit vraiment les formes de vie qui sont adossées justement au jeu de langage dont il s'empare. Voilà, donc c'est évidemment des pistes. Je reviendrai, on en reviendra peut-être à la discussion, mais voilà, la littérature comme laboratoire d'expérimentation, ça a été très largement évoqué, notamment sur les rapports entre littérature et morale. Je pense que, avec par exemple le livre de Frédéric Lechterflack, par exemple, qui interviendra demain si je ne m'abuse, on a vraiment des choses à faire.
Donc du coup, c'est des pistes, c'est des suggestions. Mais je crois que le dialogue donc, du coup, entre littérature et histoire gagnerait en vitalité, en tonicité, si on passait par je sais pas, des sous-disciplines, des méthodes, enfin des passerelles en tout cas, disciplinaires et méthodologiques, qui sont par exemple les narrative ethics, la philosophie morale, la philosophie analytique de l'art, l'analyse du discours qui est très, très confinée, ou l'anthropologie sociale de l'art. Tout ça, c'est des passerelles qui peuvent essayer de redonner un peu de vitalité à ce dialogue entre lettres et histoire. Et de ce point de vue-là, je crois que les comités de rédaction et les comités de lecture dans des revues ont un rôle crucial à jouer vraiment dans cette médiation, dans ces expérimentations disciplinaires et ces bricolages méthodologiques. Voilà, je m'arrête là.